Ok. Bon, merci à Thibaut d'être parmi nous aujourd'hui, donc avec Quentin et moi pour ce podcast qui va. Donc l'objectif c'est de traiter de la relation coach-athlète et de son impact finalement sur la performance et sur la progression de nos coachés. Alors cette idée nous est venue parce qu'on a vu passer une publication, une story, je sais plus C'était exactement. une publication. C'était une publication qui remettait un peu en cause, on va dire, la bienveillance ou la gentillesse, peut-être le trop de gentillesse des coachs, le trop de bienveillance vis-à-vis de leurs athlètes, euh, et comment finalement par rapport à d'autres sports ou des sports un peu plus traditionnels ou peut-être des sports collectifs aussi, euh, bah, cette bienveillance n'était pas forcément retrouvée et que finalement elle pourrait ne pas servir la tête, mais finalement être au détriment de sa progression en ne lui insistant pas assez sur les choses à corriger, en n'étant pas assez sévère, pas assez strict avec lui. Euh, donc, euh, donc on va discuter un peu de ça, finalement, qu'est-ce que nous on considère, et puis au vu aussi un peu de la littérature, de nos expériences, etc. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme des bons principes à établir dans la relation coach-athlète. Et donc je vais laisser Thibaut, notre invité d'honneur, notre expert du sujet, introduire un peu ce que c'est que la relation coach-athlète. Alors, je sais pas si je me définirais en tant qu'expert de la relation coach-athlète. C'est pour te mettre la On pression, c'est pour te pourrait, C'est mettre la pression. notre expert du jour, en tout cas. on pourrait plutôt inviter les chercheurs qui ont peut-être un peu plus étudié cela. Mais voilà, du coup, de quoi on parle lorsqu'on parle de relation coach-athlète? Alors, il y a des gens plus intelligents que nous qui se sont intéressés à cela, se sont penchés là-dessus. Enfin, en tout cas, pour ma part, ils sont probablement peut-être plus intelligents que moi. Mais notamment, là où j'ai pu retracer, en tout cas, une définition qui me paraissait plutôt cohérente, c'était Jowett et Post-Jadawarski en 2007, qui définissait en tout cas la relation coach-athlète comme étant une situation dans laquelle les pensées, les émotions et les comportements du coach et de l'athlète sont mutuellement et causalement interconnectés. Alors, Voilà. qu'est-ce que Vous ça veut avez, dire? vous avez 4 heures. Voilà. Donc, en fait, en gros, dans cette définition, si on veut, l'accent, il est surtout mis sur le fait qu'il y ait deux personnes qui sont impliquées dans la relation, à savoir le coach et l'athlète, sur leurs sentiments, pensées et comportements interpersonnels. Mais la définition, elle s'intéresse également à la mutualité et la réciprocité. Donc, le donner et recevoir. Continue, en fait, qui se donne un petit peu, qui joue entre les deux intervenants dans la relation et dans le cadre de cette relation. Donc c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment l'idée qu'en fait on est deux personnes impliquées dans une relation et notamment tout se passe au niveau des sentiments, pensées, comportements et il y a de la mutualité, de la réciprocité. Voilà, globalement. Ok, ok. Et du coup, alors cette relation, on va mettre les pieds dans le plat directement, hein. Est-ce que cette relation, elle doit avoir plus des allures de démocratie ou plutôt une dictature? Est-ce qu'on est dans une approche qu'est-ce qui serait optimal finalement, d'avoir un coach qui est euh, assez autocrate, si on peut dire, ou au contraire une communication qui est assez fluide avec un athlète qui peut influer sur les décisions du coach. Finalement, c'est un peu ce modèle. Enfin, on retrouve quand même un peu ces deux modèles dans le monde du sport. Et, euh, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que finalement, est-ce que vous pensez vraiment que le coach de force athlétique, souvent, il est trop gentil, il est pas assez strict avec ses coachés? Comme le proposait Nicolas Perrault, ça, d'une certaine Oui, manière. oui, c'était son. Oui, on l'a pas cité, mais c'était Ouais, son, c'était c'est son vrai. poste. C'est vrai que c'était Ouais, c'était son un peu poste. caricatural, mais je pense il voulait Oui, pas, bien il évidemment. incitait pas à mettre des coups de fouet, mais voilà. Mais au moins, il a eu le mérite d'aborder le sujet. C'est vrai que c'est un petit peu. En tout cas, là, il y a pas mal de. Comment dire? On parlait des méthodos dans un autre podcast. Là, c'est un peu pareil. C'est que chacun a son point de vue là-dessus. Tu veux peut-être commencer, Thibaut, à donner Prends ton la point de vue parole, il n'y a pas là-dessus? de souci parce que autant Ben et moi on a déjà parlé. Vas-y. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour le coup, moi, c'est plus l'approche, on va dire, factuelle que j'ai avec les athlètes, parce que ça fait quand même un petit moment que j'en ai un petit pool. Enfin, j'essaye, du moins. Je vais pas dire que j'ai tout essayé, mais c'est vrai qu'il y a certains athlètes où j'ai essayé d'être un peu plus souple, certains où j'ai pas trop eu le choix, donc moins démocratique, mais plus, on va dire, dictature. Mais dans tous les cas, je pense que enfin, le consensus que j'ai réussi à avoir, c'était d'avoir un modèle fonctionnel un peu de leadership partagé. C'est-à-dire que je, l'athlète, je le faisais comprendre, et aussi dans mon cas, je le faisais comprendre que j'avais entre guillemets l'expertise pour le faire progresser.
Donc que ce soit sur la méthodologie, la planification, sa gestion du stress, sa prévention des blessures, bref, le maximum que je pouvais pour l'encadrer. Mais lui, de son côté, c'est lui qui était maître de ces informations de terrain. Sauf qu'au final, sans ces infos-là, moi, je ne fais rien, en fait. Sans ces ressentis, ces contraintes de vie, ces feedbacks, tout ce qui va pouvoir me fournir comme data, bah, au final, je peux rien en faire. Donc, l'idée pour moi, c'était que c'est un peu comme de la cuisine. Il me donnait tous les bons ingrédients le plus qualitatif possible. Et ensuite, moi, derrière, j'arrivais à créer un truc avec lui. Donc, c'était vraiment cette idée de participatif. Vraiment. J'essayais d'accéder au maximum, en tout cas, genre, tous les coachings que j'ai pu avoir là-dessus. Néanmoins, en termes de décision finale, étant donné quand même que le coach est censé, entre guillemets, avoir l'expertise maximale comparé à l'athlète, la décision finale reste quand même pour moi celle du coach. Donc certes basée sur une écoute active de l'athlète, mais quand même c'est le coach qui l'a. Donc est-ce qu'au final je tends plus vers une dictature qu'une démocratie, je sais pas. Mais pour moi il y a toujours cet entre-deux et l'objectif commun au final, comme Thibaut l'a très bien expliqué, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles. Autant pour l'athlète qui souhaite être le plus fort possible et le plus compétitif possible, mais pour le coach c'est pareil. Je veux dire même d'un point de vue on va dire marketing pour le coach, des athlètes qui ne progressent pas, bah ça te donne pas envie entre guillemets. Toi t'es un athlète, tu vois l'autre coach, ces athlètes ont pas forcément l'air de s'épanouir et de progresser. Forcément c'est un frein pour potentiellement t'amener vers ce coach-là. Donc dans tous les cas l'objectif commun au final il est partagé, ou tout le moins il est obligatoirement partagé selon moi, quoi. Tu souhaites ajouter quelque chose, toi, Ben? Ouais, enfin, moi, alors du coup, c'est vrai que j'essaye. Alors, Thibaut, finalement, ce que disait Quentin, ça se rapproche un petit peu du modèle un peu qui est plébiscité actuellement dans la littérature, dont je n'arrive pas à retrouver le nom, et je pense que tu nous le redonneras juste après. Mais Ouais. moi, après, c'est vrai que alors, par rapport à ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir, je trouve qu'effectivement, comme le disait Quentin, il y a une forme de flexibilité et d'adaptation à l'athlète, au profil de l'athlète qui est indispensable, à son niveau, à sa capacité justement à comprendre tous les enjeux de ce qu'il fait, etc. Euh, et souvent, en fait, je trouve que c'est un peu contradictoire parce que, enfin, c'est un peu, ce qui est un peu surprenant, c'est que ça dépend beaucoup de ce que l'athlète attend de la relation. C'est-à-dire que si l'athlète se met dans une optique que une relation coach-athlète, c'est une dictature, c'est je reçois un programme, je reçois dans ma tête vide l'expertise du coach et grâce à ça je vais progresser, et ben l'athlète va se mettre lui-même dans cette configuration-là. Et c'est vrai qu'on va se retrouver avec une situation où les feedbacks sont pas forcément intéressants, la sélection de les retours que l'athlète va faire sont pas forcément euh, euh, très, Je très peux être, pertinents. je Ouais, peux être pertinent. honnête, si c'est le cas, c'est pas spécialement du coaching, puisqu'en fait, le coaching et la relation coach-athlète, ça se base notamment sur un principe de mutualité et de réciprocité. S'il n'y a pas de Exactement. Ouais. réciprocité, on n'est pas dans une relation coach-athlète, on n'est pas dans le cadre du coaching dans ce cas-là. On Alors, est c'est purement vrai, vertical, quoi. On est purement mais descendant. c'est une situation, là je caricature un peu, hein, bien Ouais, sûr, c'est bien Oui, sûr. jamais mais ce que je veux tout dire, blanc ou c'est que tout du coup, noir, tu vois. enfin, moi j'aurais tendance à vraiment être un peu, enfin, si on prend vraiment la définition qu'on a, sur laquelle on se base un peu plus tôt, si on n'est pas dans le cadre d'une relation coach-athlète, on n'est pas vraiment dans le cadre du coaching. Oui, mais alors dans ce cas-là, je pense qu'on peut. Il y a beaucoup de coaching qui n'en est pas. Dans ce cas-là, tu vois, je pense qu'on Exactement, Alors peut. ça, c'est un autre débat. exactement, Ça, c'est un autre débat. exactement. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je trouve qu'une partie du coup de notre travail dans ce cas-là, dans le coaching, et c'est pas facile, c'est peut-être la partie qui est peut-être pas enfin, la plus dure, peut-être pas, mais en tout cas, d'amener l'athlète à comprendre aussi son rôle dans cette relation coach-athlète Oui, et Tout à fait. la façon dont il peut bien sûr. contribuer à l'amélioration de cette relation. Et en quoi ça va découler nécessairement de meilleurs progrès, de lui permettre de devenir un meilleur athlète, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça que du coup je suis assez partagé sur. Enfin, oui, peut-être que dans une approche court terme, comme le disait Nicolas, le fait d'être un peu plus dictateur avec certains athlètes va peut-être permettre d'avoir un meilleur résultat sur la compétition suivante. Que sais-je, à prendre avec des pincettes, hein, mais il y a une possibilité que dans un futur proche, l'athlète qui va mieux respecter les standards, qui va mieux respecter la programmation, machin, etc., un meilleur résultat. Mais moi, ce qui m'intéresse, pour moi, on est dans un sport individuel où
Bon, en plus, il n'y a pas vraiment de statut professionnel, etc. Donc, il y a avant tout une volonté de l'athlète de progresser. Et mon objectif, c'est plus que les athlètes soient amenés à comprendre par eux-mêmes les erreurs qu'ils font. Et Donc, des fois, responsabiliser. je préférerais voir un athlète. Une fois que j'ai dit 3 fois ou même plus, fais attention à ta DEPS, essaye de respecter la DEPS, que tu as essayé de mettre en place des variations pour faire en sorte que l'athlète soit obligé d'y être, etc. Au bout d'un moment, si l'athlète ne veut pas comprendre, je vais pas me mettre dans la peau de Philippe Lucas, dire t'es pas la DEPS, tu dégages, t'auras pas la prog la semaine prochaine. Ouais. Au bout d'un moment, il va forcément, si conséquences il doit y avoir, ces conséquences elles vont arriver en compétition, etc. Si c'est un athlète qui fait de la compétition. Et à ce moment-là, il comprendra l'intérêt de tout ce qu'on lui a dit avant. Donc, avoir cette approche un peu dictatoriale, pour moi, résout pas forcément les choses. Je vois pas de plus-value à cette approche-là. Ah bah Mais non. je peux comprendre qu'effectivement, dans certaines situations, avec des athlètes, je pas les qualifier de récalcitrants, mais dans des situations, effectivement, des fois, on a la tentation d'être un peu plus directif. Pour autant, est-ce que c'est la bonne approche à moyen et long terme? Je suis pas sûr, quoi. Non. Non. Pas sûr non plus. Donc, il y a aussi, je parlais aussi du fait, il y a quelques instants, que si on n'est pas non plus si on a des feedbacks ou des choses qui ne sont pas complétées de la part de l'athlète, ben, on n'est pas non plus également dans du coaching, mais il faut savoir que de toute façon, la relation coach-athlète, c'est vraiment hyper important, bah, parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer l'efficacité de la pratique de coaching. Ça va également déterminer la manière dont le sport est vécu par les athlètes et les entraîneurs, si ça va être plutôt une expérience positive, négative ou neutre. Et en fait également le niveau d'accomplissement ou de réussite, et ça qu'on le définisse de manière intrinsèque, comme la croissance personnelle, ou extrinsèque, comme les médailles ou le statut, si tu es perçu comme étant un athlète élite dans le sport, ou... Enfin voilà, et ça c'était Jowett, c'est Sophia Jowett qui le proposait dans une revue de 2025. Et du coup, ça fait un petit peu la transition. Moi, je pense que globalement, on a beaucoup plus intérêt à aller vers un style qui soit beaucoup plus démocratique. De manière générale, on a quand même pas mal de lignes de preuve. Mallette, 2005, qui disait que pour lui, la création d'un climat motivationnel soutenant l'autonomie, bah, que ça joue un rôle essentiel pour aider les athlètes à développer un engagement fort et un réel intérêt pour leur sport. Donc en fait, juste laisser plus d'autonomie et développer l'autonomie à travers le coaching, bah, ça fait qu'en fait les gens s'engagent plus dans leur sport. Donc ça c'est la première chose. Mais on sait également, et ça Quentin t'en parlais, tu parlais de ce leadership un peu plus collaboratif. Mm. Donc ici je suis retombé sur un livre de Bass et Riggio qui a été écrit en 2006 notamment sur les différents types de leadership. Ça date un petit peu, il y a peut-être d'autres styles, mais eux ils estimaient qu'il y avait 3 façons de caractériser le leadership. Donc il y avait le leadership transformationnel qui est plutôt démocratique, participatif, collaboratif, comme toi tu l'appelais. Il y a le leadership transactionnel, qui est plutôt autoritaire, directif, et puis il y a le laisser-faire. Le laisser-faire, pas besoin de décrire ce que c'est le fait de laisser faire l'athlète ce qu'il veut, et il y a des coachs qui sont là-dedans aussi. Mais globalement, ici, le leadership transformationnel, donc démocratique, participatif, collaboratif, lui consiste à motiver et inspirer les membres de l'équipe. Si on est une équipe même avec un N égale 1 dans une relation coach-athlète, à aller au-delà de leur propre intérêt, au profit de l'intérêt collectif, en leur apportant une vision, du sens, des défis et de la stimulation. Et puis on a le leadership qui est plutôt autoritaire, lui qui repose plutôt sur la récompense ou la sanction en fonction des réussites ou des échecs des membres. Et tu vois, et du coup, par exemple, punir un athlète parce qu'il n'atteint pas la profondeur, bah, on est typiquement dans du leadership transactionnel et voilà, du coup, dans du autoritaire. Pourquoi c'est important? Bah, parce qu'en fait, le style de leadership, il a une influence notamment sur le bien-être, la performance aussi. On le disait aussi sur l'expérience de l'athlète. Et donc, par exemple, Jean et Al en 2022, Jean et collaborateurs en 2022 disaient que le style de leadership démocratique avait plutôt une influence positive directe sur la relation coach-athlète, contrairement au style autocratique qui n'avait pas un effet direct sur en tout cas sur la relation coach-athlète. Et il y avait également un effet médiateur de la relation coach-athlète entre le leadership démocratique et la motivation et la satisfaction de l'athlète. C'est-à-dire que globalement, on va avoir en tout cas vis-à-vis de certaines choses comme la satisfaction, la motivation, la relation coach-athlète, bah, tout ça, le style démocratique a une influence plus positive, là où le style autocratique va plutôt avoir une influence neutre ou négative selon les études qu'on va pouvoir lire en tout cas.
Bah, je trouve qu'en plus, on a la chance quand même dans notre discipline, justement, de pouvoir aller sereinement vers ce genre de fonctionnement. Là où c'est vrai que dans des sports collectifs, par exemple, se pose la question du groupe, de Ouais, trouver un fonctionnement qui sied à tout le monde. Il y a une forme d'autorité qui doit être maintenue de la part du coach, hein, euh, même si on peut en débattre. Hein. Moi, personnellement, Ouais, tout à fait. dans mon expérience du sport collectif, j'ai quand même eu pas mal de situations finalement où bah, on était un peu dans ce leadership autocratique euh, parce que le coach finalement s'était mis en tête que bah, c'était ce fonctionnement-là qui allait amener des résultats parce que c'était un groupe, parce qu'il fallait que tout le monde se... finalement, il y avait un peu une négation de l'individualité dans le groupe Ok. et Et comment tu te sentais, toi, vis-à-vis de ça? C'est surtout ça le plus important. comme une merde. Honnêtement, Ben honnêtement, c'était voilà. horrible. C'était horrible. Et tu sais quoi? Et Agherty et Felizzi en 2023 disent qu'un style de coaching autoritaire ben, a tendance plutôt à induire et maintenir des symptômes d'anxiété chez les athlètes. mm, ah bah c'était, absolument. tu vois, c'était la boule au ventre avant l'entraînement, avant les Ah ouais. matchs, Ça fait sens, ça fait sens. l'envie à la fois presque d'arrêter, mais si t'arrêtes, t'es une double merde en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, parce que t'as pas su tenir le rythme, quoi. C'est Enfin, ça. Et enfin, donc pas dans ta c'est tête, ça quoi, qui de... est, alors que c'est vrai que dans la force, bah, on a quand même l'avantage, c'est que alors dans tous les sports, hein, on est tous là de notre plein gré, mais j'ai envie de dire encore plus dans la relation coach-athlète en force athlétique, on est là de notre plein gré. Si l'athlète il est pas content, si le coach se rend compte que, tu vois, moi la nuance que je mettrais par rapport à Quentin, c'est que je pense qu'il faut pas euh, le coach n'est pas là pour se mettre en valeur avec ses athlètes quand même. Enfin, bien sûr que on se rend tous bien compte que avoir des athlètes qui réussissent, c'est toujours au niveau marketing une meilleure publicité. Mais je pense qu'il faut réussir à s'effacer. Enfin, l'objectif, c'est l'athlète, c'est sa progression. Si ça fonctionne pas, parce que l'athlète ne comprend pas la démarche et qu'on n'arrive pas à lui faire comprendre, bah ça fonctionne pas. C'est pas dramatique. Je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter. Et, Ah oui, non, mais euh, c'est juste que c'était d'un et point de vue clairement, enfin, purement pragmatique. Je veux dire, bien ouais, entendu que ouais, moi, mon objectif, c'est comment dire, le développement de la performance de l'athlète et même de son bien-être, de son épanouissement dans le sport. C'est le truc d'ailleurs qu'on discute très régulièrement avec mes athlètes. Mais c'est juste que, en plus de ça, même si tu cherches à faire ton travail du mieux que tu peux, et Dieu sait que c'est compliqué pour certaines personnes, parce que certains coachs s'en foutent un peu, justement. Comme on a dit, on est vraiment dans une forme de coaching entre guillemets hyper verticale, juste descendante. Il y a rien qui remonte au coach, mais c'est juste qu'il y a quand même ce côté purement pragmatique où bah enfin tes athlètes représentent quand même la vitrine de ton travail, que tu le veuilles ou non. Même si, et le problème c'est que les autres personnes ne voient pas l'épanouissement forcément directement de l'athlète, ils voient surtout la performance. Alors même si je suis convaincu que les deux sont fortement corrélés, parce qu'évidemment que ton épanouissement dans le sport conditionne aussi à quel point tu peux aller loin, rester motivé, continuer à t'entraîner, à être rigoureux et progresser. Il n'empêche que toi aussi de ton côté, je pense qu'on se sait tous les trois, hein, la difficulté quand même que c'est de pouvoir vivre du coaching, du moins d'avoir quelque chose de décent, d'arriver à amener des gens. Il y a aussi ce gage-là, tu vois. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est une forme de bénéfice mutuel également. C'est que toi, tu peux permettre à des athlètes d'être le plus épanoui possible, le plus performant possible dans leur sport. Et eux, en échange, justement, bah, comme l'a très bien expliqué Thibaut, ils en tirent des avantages intra, extrinsèques, etc. Mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a cette réalité de terrain qui fait que c'est cool de responsabiliser des athlètes, de les faire progresser. Mais si tu n'as pas d'athlète, bah, tu n'en responsabilises aucun. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a si tu peux être quelqu'un qui est le plus bien intentionné, qui veut faire le meilleur travail du monde avec les athlètes. Si t'en ramènes zéro à toi, entre guillemets, ah, ma foi, tu fais pas forcément avancer le schmilblick, quoi. ah oui, bah là finalement peut-être qu'on rejoint un peu ce que disait Nicolas dans sa publication Mmh. que souvent lui du coup il voyait plutôt que les coachs étaient bienveillants par peur de perdre des athlètes. Moi je pense que du coup non, cette bienveillance, elle est souvent Non. nécessaire et je dirais même que Oui, des fois, peut-être qu'on perd des athlètes parce qu'on est trop bienveillant et que du coup, on n'arrive pas à les, enfin, à leur inculquer finalement oui. pourquoi on est bienveillant et qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous.
Et je pense Totalement. que ça nous amène à notre question suivante, finalement, c'est qu'est-ce que l'athlète peut attendre du coach dans son leadership, dans sa communication? Euh, qu'est-ce J'aurais juste que... envie de qu'est- revenir sur un petit truc qui me dérange un petit peu dans ce que vous dites, pour être honnête. Vas-y, avec plaisir. Euh, Être trop bienveillant et on perd des athlètes pour ça. Non, mais Je suis pas d'accord. attention, Je non, suis. non, Oui, oui, non, je, non, je sais, mais tu vois, mais je je pense voudrais que pousser un peu le. tu vois ce à quoi on fait référence. Ouais, ouais, mais je voudrais pousser un peu la réflexion et me faire un peu l'avocat du diable. Je dis, si on est réellement bienveillant, l'athlète va le percevoir. Alors, la bienveillance, qu'est-ce que ça va être aussi, comment elle va se manifester. Alors parfois, et moi je travaille comme ça, être bienveillant, parfois ça veut dire prendre un style qui soit un petit peu plus autoritaire et autocratique. Moi j'ai tendance à penser qu'une relation, c'est comme tout, ça se construit, et la confiance, la mutualité, la réciprocité, la collaboration, ça se construit en cours de route, en fait. Tu fais pas, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais pas confiance right off the bat, tu fais pas confiance à 100% directement, ça se construit. Eh ben, la relation coach-athlète, c'est la même chose. Et donc, il est même parfois probable qu'en début de relation coach-athlète, tu sois un petit peu plus directif, que tu aies envie de laisser un petit peu moins de liberté à l'athlète. Et quand il te montre qu'il peut qu'il peut prendre les bonnes décisions, qu'il est sérieux à Mm, l'entraînement, qu'il a des idées, totalement. des échanges, qu'il fait bien ses Ouais, feedbacks, ouais, eh tout à ben, je fait. pense que c'est à ce moment-là où en fait tu as tendance à ah ben ok, on est de plus en plus dans cet aspect collaboratif. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose, Mm. parce que vous êtes là, et je suis certain que c'est aussi le cas pour vous, vous avez probablement un système qui est mis en place. Vous avez un petit peu, bah, ok, mon système de coaching, je fonctionne comme ça, les feedbacks, j'attends telle ou telle chose de ta part. Euh, quand je suis en compétition et que je coach, bah, on va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Moi, par exemple, quand je vais en compétition, je suis beaucoup plus directif. Mon but, la plupart du temps, et ça, c'est au niveau de ma philosophie à moi, et du coup, ça va conditionner la façon dont je travaille. Je pense vraiment que l'atteinte des objectifs de l'athlète, eh ben, elle passe quand même par réaliser le plus d'essais possible en compétition. Et du coup, en compétition, je vais parfois prendre la décision de ne pas mettre l'essai que l'athlète voudrait, mais pour l'aider à atteindre ses objectifs au final, Mm. en fait. Ah Mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est justement, Et on moi, pas. je allait pense. l'aborder. On allait l'aborder justement avec ces attentes au final, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est que pour construire cette relation de confiance, au final, Thibaut, à juste titre, hein, il y a forcément des attentes bilatérales des deux parties qui sont attendues, autant de l'athlète vers le coach que du coach vers l'athlète. Donc, même si ça se module, évidemment, donc c'est pour ça que quand Ben disait trop bienveillant, en fait, c'était pas Oui. vraiment bienveillant, c'était trop de complaisance, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a des, Voilà, Ouais, exactement, voilà, c'est exactement. ce que Et Ben là-dessus, je voulait suis dire. assez. Et là-dessus, je suis c'est- assez d'accord parce qu'être bienveillant, pour moi, t'es jamais trop bienveillant. Non, non, Jamais. c'était une bienveillance, on va dire, un peu malsaine du côté du laisser-faire, en fait. C'est-à-dire, Mais voilà, si on revient exactement. Mais à nos modèles de leadership, exactement, c'est que des fois, exactement. le coach va se retrouver dans une situation de laisser-faire parce que il sent bien que l'athlète, il a envie de faire ça. Bon, bah, on va lui faire plaisir, il va faire ça. Ouais. Et puis Mais on sait que et moi, ça le dessert peut-être et c'est pas je grave, tu reviens vois. là-dessus. Je me suis retrouvé avec deux athlètes avec lesquels j'ai dit je ne peux plus rien t'apporter. Et il faut mettre fin à la relation quand les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que le coach fasse du laisser-faire. Il y a un Mm. moment, c'est on engage un coach, c'est aussi pour faire d'une certaine manière confiance et faire appel à son expertise. Quand c'est l'athlète qui a envie que ce soit un petit peu, je fais mon shopping, je fais mes emplettes, alors je dis pas, ça doit être un effort collaboratif, mais si c'est un moment pour inverser un peu, enfin pour qu'il y ait une rupture dans l'aspect réciprocité ou mutualité de la relation, et qu'en fait l'athlète dise ah ça va se passer comme ça parce que je te paye et ce genre de choses, on n'est plus dans une relation coach-athlète à ce moment-là. Et du coup, il y a fracture. Et t'en reparlais un peu plus tôt, c'est le fait que parfois, ben, on met fin à la relation. Et quand j'ai un athlète qui arrive avec en fait une liste de courses un peu, j'ai envie de dire, longue comme le bras, et qui a des trucs un petit peu inverses, bah là, il y a une discussion qui doit s'imposer en expliquant, bah voilà, toi, tu dois avoir ton autonomie en tant qu'athlète, mais moi aussi, je dois avoir mon autonomie en tant que coach. C'est une relation, c'est dans les deux sens, réciprocité, mutualité. Et du coup, je pense que si on est vraiment dans l'aspect complaisance, laisser faire, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans cette relation coach-athlète, parce qu'en fait, ok, l'athlète sera peut-être plus épanoui, mais si le coach, lui, n'est pas épanoui, ça va Mais mal se passer à un moment. Oui, et puis de toute façon, c'est vrai qu'on en l'athlète va parle. pas s'épanouir sur le long terme parce que bah, il peut toujours progresser, mais bon, il y a bien un moment où ce style de coaching de laisser faire va avoir ses limites, quoi. Donc je suis pas sûr que même à moyen long terme, ça soit épanouissant pour Oui. l'athlète non plus, quoi. Puis, enfin, même, comment dire, je veux dire, bon là, j'enfonce des portes ouvertes, mais je veux dire, même en tant que, justement, coach, enfin, à partir du moment, justement, où tu réalises ce genre de travail, enfin, comment dire, t'as un engagement qui est au-delà de l'athlète envers toi-même. C'est que
En fait, ça marche pour n'importe quel métier, mais c'est la rigueur que tu vas mettre dans ton travail. Tu sais que ton objectif, c'est à partir de tes connaissances, à partir de ton expérience, tout ce que tu as pu construire, c'est de pouvoir accompagner, aider, sécuriser, faire progresser des athlètes. C'est ça l'enjeu. Sauf qu'au final, en faisant du laisser faire, il y a rien de tout ça. Alors certes, si j'ai envie de te dire, c'est la facilité. Tu te prends pas la tête, t'as aucune réflexion, tu fais ce que l'athlète veut et tu gagnes de l'argent. Tu me diras. Sauf que, Si tu veux mon avis, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des coachs à l'heure actuelle. Hein. C'est ouais, vraiment ça. mais je veux dire, intellectuellement parlant, enfin, tu dois te sentir, enfin, excusez-moi, mais tu dois te sentir comme une merde. Enfin, moi, Non, parce qu'il je faut me un vois niveau, pas il faut juste un niveau voir. de conscience, il faut un niveau de conscience déjà plus élevé de se dire c'est quoi le coaching. Pose la question à quelqu'un. Certains, le coaching, c'est quoi? C'est envoyer un programme. Il n'y a pas de review, il n'y a pas de review technique des lifts. Et il y a juste un programme qui n'est pas forcément adapté à la semaine, ou qui n'est pas individualisé sur base en fait de la réponse, enfin plutôt que de la réponse, je parlerai plutôt du contexte de l'athlète. J'ai des bons exemples ici, j'en ai 2 ou 3 que j'ai récupérés, qui ont été coachés par des coachs high profile, enfin pardon, haut profil, je vais arrêter avec les anglicismes, faire taper sur les doigts par les copains. Et en fait, globalement, on leur balance une progra, et il n'y a rien d'autre. On ne s'intéresse pas à leur contexte, à leur vie, à ce qu'ils ont prévu la semaine, en fait, est-ce que l'entraînement leur convient. Et ça, c'est la majorité, à l'heure actuelle, du Mais tu vois, ça coaching. m'étonne. Tu vois, c'est ça qui m'étonne, c'est que, enfin, quand même du certain nombre d'athlètes que j'ai pu avoir, que j'ai encore, enfin, je veux dire, en général, ils sont, et à juste titre, hein, ils ont totalement raison. Ils sont assez exigeants. Enfin, je veux dire, c'est des gens, justement, qui sont demandeurs, justement, de faire des appels, de prendre des moments. Même des fois, j'ai certains athlètes qui me disent, bah là, si tu veux, je peux venir dans ta ville, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Moi, avec plaisir, Ouais. parce que si je dois être amené à m'entraîner, autant qu'on s'entraîne ensemble. Et justement, qui sont demandeurs, qui sont exigeants. Et à juste titre, encore une fois. Et du coup, Mais c'est je ça qui pense que m'étonne. C'est que des gens acceptent de se dire, je vais payer X euros, X centaines d'euros parfois, pour juste avoir un programme. Enfin, je veux dire, en 2025, tu vois, ça m'étonne. Que des moi gens le je pense fassent, ok, que mais que des gens acceptent, moi ça m'étonne beaucoup. moi j'ai remarqué justement c'est très dépendant des athlètes. Alors est-ce que ça dépend d'effectivement de leurs expériences passées avec d'autres coachs dans d'autres sports, Possiblement aussi. leur curiosité vis-à-vis de la discipline aussi, cette notion que c'est à eux de prendre en. Je pense que tu vois les athlètes que tu décris, Quentin, c'est aussi des gens qui ont bien la notion que, comme tu disais tout à l'heure, c'est à eux de prendre en main finalement leur propre destin dans le Ouais. sport Non, mais oui, et oui, c'est totalement ça. et Hein. d'aller chercher les informations et de vouloir développer leur autonomie. Et je trouve effectivement aussi que parfois j'ai pu avoir des athlètes qui finalement attendent ce programme et en fait ne voient pas le bénéfice et de tout ce qu'il y a autour en fait de toute cette Tout à discussion, fait. de tous ces feedbacks, des choses là. Et donc t'es obligé en fait et c'est difficile du coup de leur instiller un peu leur faire comprendre l'intérêt de toutes ces choses là. Et donc tu te retrouves en fait à faire ce que tu veux pas, c'est-à-dire donner un programme. Et t'as beau leur dire, bah, moi j'ai besoin de savoir à l'avance si tu sais que dans telle période tu vas avoir des examens, que tu vas Bien pas sûr. pouvoir t'entraîner au même rythme. Ou Comme que ça, tu on pars va en pouvoir. vacances, ne serait-ce que ici c'était les vacances. Moi j'ai des Voilà. athlètes qui me disent hey, demain je pars en vacances. Et Ouais, toi, j'ai t'es eu là, ça. Ouais, putain, tu j'avoue, me je dis dis que tu as ça, une j'ai eu ça. compétition de prévue, tu me dis que tu as une compétition de prévue dans un mois, et là tu pars une semaine, tu n'as pas l'occasion de Ouais. t'entraîner. Ouais. Mais ça, pour Waouh. moi, c'est qu'il y a une déconnexion, enfin, il y a une incompréhension de ce que c'est qu'une préparation, Exact. et puis, il y a pas d'anticipation. Et je trouve que dans ces situations-là, c'est assez dur parce que il y a tout un travail à faire avec l'athlète. Et Oui, tout à finalement, fait. il attend une relation coach-athlète assez autocratique où en fait, le coach, tu vois, il se voit peut-être un peu comme un programme informatique où Mhm. tu mets un input et tu lui fais faire le programme et hop, ça sort tout cuit avec la progression. Exact. Non, un Donc distributeur automatique, quoi. Vraiment, je veux voilà. ma canette. Ma canette, c'est ma prog. Je mets 2 euros, je récupère ma canette. C'est vraiment. Mais en fait, c'est juste, vraiment, j'ai sincèrement que certaines personnes, on va dire mal intentionnées, des coachs, hein, avec des gros guillemets, soit dans ce système-là vraiment descendant de j'ai une prog générique, allez tiens prends-la, file-moi l'argent, casse-toi. Je peux le concevoir. Voilà, l'aspect vraiment juste c'est du business pour du business et il y a pas derrière de volonté d'améliorer tout ce qui peut tourner autour de l'athlète, mais que des personnes justement après je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu radin, mais moi je pars du principe quand je paye un service, j'en profite le plus possible entre guillemets.
Et donc c'est pour ça, je me doute que ça existe forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais enfin, je veux dire, surtout maintenant, en tout cas à l'échelle francophone quand même, on a pas mal de contenus qui se créent où t'as tous les systèmes de coaching qui te disent que chacun, plus que les autres, te suivent au mieux, sont les plus individualisés, font les meilleurs prods, te suivent, sont prêts à partir en Azerbaïdjan pour toi, mourir en Irak, j'en sais rien. Et du coup, il y a tellement de promesses, en tout cas au niveau de la FA francophone, que voir des gens qui sont prêts entre guillemets à accepter aussi peu d'un point de vue de l'accompagnement, c'est ça que je trouve hyper paradoxal. C'est que Non, Mais c'est parce pas que moi, paradoxal du tout. Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en bah fait, tu as des coachs qui utilisent ce qu'on appelle des techniques de manipulation pour te faire penser que c'est pas l'athlète qui a c'est que l'athlète n'a pas des exigences qui soient normales compte tenu du prix qu'il paye, mais que ces exigences, en fait, j'ai eu un athlète je le coache pas. Mais il m'a dit qu'il avait fait part, notamment à un coach bien connu dans le milieu, du fait qu'il était un petit peu gêné de payer le prix qu'il payait pour ne pas avoir ses feedbacks ou ses programmes en temps et en heure. oui, Il lui a dit ça. Ce qui est légitime. normal, ce qui est normal. T'as pas ton Ce qui est programme et tes feedbacks en temps et en heure. Le coach lui a dit pour qui tu te prends. Et ce coach-là dont je parle, est adoré sur les réseaux sociaux. Tu vois? Mais bon sang, quoi. Et j'entends aussi encore des choses sur le fait que, tiens, dans certaines boîtes de coaching, si le gars n'a pas 2, 3, 4, 5, 6 000 abonnés sur les réseaux sociaux, bah, il ne reçoit pas de feedback technique, ses programmes ne sont pas envoyés en temps et en heure. Ça, c'est des choses qui se produisent, c'est des choses qui me reviennent aux oreilles régulièrement et tu te dis... Et je pense que c'est un gros problème un peu tout ça, parce que en fait, certains coachs partent du principe que si l'athlète progresse, c'est grâce à eux, mais si l'athlète ne progresse pas, c'est de la faute purement de l'athlète. Et ça, c'est des narratifs qu'on entend de plus en plus à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Du coup, on se retrouve avec des coachs qui sont en train de faire de la manipulation émotionnelle et parfois cognitive avec les athlètes pour dire qu'en fait, si tu progresses, c'est de la grâce au coach et grâce à mes outils magiques et à tout ce que j'utilise. Et en fait, du coup, si tu rates, c'est de ta faute. Et du coup, on n'est pas du tout là-dedans dans une relation coach-athlète. On est dans de l'autoritarisme. Ça veut dire que l'athlète et le coach, pardon, et comme tu le disais tout à l'heure, Ben, c'est-à-dire qu'en fait, le coach est là pour en fait se donner un certain statut de l'importance et pas pour s'effacer au profit de l'athlète. Et du coup, plutôt que de dire ah tiens, tu progresses pas, ok, quel levier est-ce qu'on peut actionner ensemble? Ok, quel est ton contexte? Ah ok, tu as commencé à avoir un nouveau-né ici, t'es papa, tu dors pas beaucoup. Ah ok, comment est-ce qu'on peut ajuster l'entraînement? Et alors, tu as des coachs qui viennent dire ouais, bro, si tu progresses pas, c'est parce que you don't try hard enough. You just have to be plus try harder. Tu vois, t'as des coachs qui disent vraiment ça. Et ça, il est là le problème. Parce qu'en gros, t'es en train de te dire que ton rôle en tant que coach, c'est juste de dire à ton athlète qu'en fait, s'il est pas assez bon, c'est de sa faute. Waouh, ouais. c'est brutal. Ah non, Et mais je ça, c'est la suis. réalité du coaching dans la FA francophone à l'heure actuelle. Alors, je dis pas que tous le font, mais certains le font. Et ça me Non, mais dérange. je pense qu'à la racine de ce problème-là, il y a aussi. Je me dis, est-ce que la plupart de ces coachs-là veulent pas bien faire de base et se retrouvent débordés parce qu'ils prennent des coachés à plus en pouvoir et ça finit en merde pour lundi, il faut que je fasse 10 Ok, programmes. ok. On coupera Tu si vois. c'est nécessaire, mais je pense qu'Hitler voulait aussi faire le bien avec l'Holocauste, dans sa vision erronée du monde. Ça va? On coupe, Je on ne coupe, suis pas on du coupe! tout pour ce genre de choses, mais l'intention de faire le bien n'est pas suffisante que pour faire le Non, bien. non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense aussi que une partie du problème, c'est que pas mal de coachs finalement se surchargent d'athlètes, hein, parce qu'on va pas se mentir, l'argent c'est assez attirant. Et du coup ne peuvent plus assumer la charge de travail. Et donc après, on se retrouve dans un schéma où effectivement, on va un peu prioriser les têtes d'affiche et puis le petit débutant où le mec, ça fait 5 ans qui s'entraîne, mais il a un niveau relativement moyen, il va passer après, quoi. Et Ah bah ça ne devrait jamais, jamais, ah, mais jamais être le cas. je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Je pense que là, déjà, la première limite, d'essayer de fonctionner avec un certain nombre et puis de voir si on arrive à assumer cette charge de travail. Mais je pense que ça fait partie du problème et pas forcément, on va dire, les mauvaises intentions de base, Mhm, mais un peu une course contre la montre et du coup, ça finit par dégrader le service qu'on propose, quoi. mhm. Donc ça, c'est sûr que c'est problématique. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait faire le point du coup finalement sur ce que l'athlète peut attendre de son coach, doit attendre de son coach et justement
ce dont il doit profiter pour nourrir sa progression et son gain en autonomie dans la pratique. Bah, moi, je dirais que déjà, il faudrait un style, j'ai envie de dire, excuse-moi, mais j'ai pas envie de dire démocratique, participatif, collaboratif, dans le sens où, en fait, globalement, à savoir aussi qu'un coach qui va donner un soutien social, qui va offrir des feedbacks positifs, bah, en fait, globalement, ça augmente la cohésion dans les sports d'équipe. Donc, j'ai envie de dire que ça augmente la cohésion dans l'équipe, ça peut aussi augmenter la cohésion au sein de la relation coach-athlète. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que déjà, bah, en fait, la base, participation aux décisions, soutien social, feedback positif de temps en temps. Donner, j'ai envie de dire, des instructions, des feedbacks positifs, bah, ça contribue de manière significative à une relation qui soit de meilleure qualité. Donc, voilà, moi j'aurais tendance à dire que rien que ça, Mm. et y a plein de littérature sur le sujet, Kim et collaborateurs en 2016, Gozai et Hall en 2021, qui dit que voilà, le leadership qui est plutôt participatif, bah, des coachs c'est un facteur déterminant à la fois pour la sécurité psychologique et pour la qualité de la relation coach-athlète. Donc en fait, les athlètes qui sont perçus comme étant attentifs aux besoins des athlètes, qui sont capables de les responsabiliser, de les inspirer à aller plus loin et de les encourager à collaborer vers des objectifs communs, ben, ça favorise un climat d'équipe perçu comme sûr sur le plan psychologique et une relation vécue comme étant solide, connectée et coopérative, collaborative, participative, comme vous le voudrez, quoi. Et aussi, et ça c'est important pour moi, c'est le fait d'apporter du soutien à ces athlètes. Donc ici avec GoSun, ses collaborateurs en 2025, qui proposaient en fait que globalement le soutien réellement reçu de la part du coach prédit significativement le bien-être psychologique, tandis que le soutien qui est euh, perçu, eh ben, il prédisait la confiance en soi de l'athlète. Le soutien perçu, il médit également la relation entre la qualité de la relation coach-athlète et la confiance en soi de l'athlète, alors que le soutien effectivement reçu médit la relation entre la relation coach-athlète et le bien-être de l'athlète. Donc en gros, le soutien d'un coach joue un double rôle. Quand il est perçu, il booste la confiance en soi. Quand il est réellement reçu, il améliore le bien-être de l'athlète. En vrai, honnêtement, Thibaut a quasiment dit tous les points que je voulais aborder, et donc je suis factuellement d'accord sur absolument tout. Il y en a juste un que j'aimerais rajouter, qui est plus à vocation du coach pour le coup, c'est d'être quand même capable de définir des limites. Je m'explique. C'est que ce soit avec ma patientèle ou du coup avec les athlètes que je peux avoir sur le coaching, c'est quand même important d'être capable de mettre des barrières sur, même si on doit s'investir quand même un petit peu émotionnellement pour comprendre, par exemple, si en ce moment là dans la vie de la tête c'est compliqué, s'il y a des difficultés qu'on a besoin d'adapter la programmation parce qu'il va pas pouvoir être là ou que voilà, ça c'est hyper important. Mais c'est aussi important de pas finir comme une éponge et d'être juste surchargé par les émotions de vos athlètes. Voilà. Donc, même d'être capable un peu de définir un plan entre le moment où on est vraiment dans le coaching et là, mon objectif, c'est juste de responsabiliser, individualiser, travailler pour la progression de l'athlète et les moments où je vais juste rigoler avec l'athlète, mais plus dans une démarche, on va dire, d'amis. Voilà. Mais pour moi, c'est important. En tout cas, peut-être des gens sont capables ou le font inconsciemment et naturellement, ils y arrivent très bien. Moi, je sais que c'est quelque chose qui était un peu compliqué pour moi au début. Et donc, c'est pour ça, c'est important aussi. Donc là, ça a plus à vocation peut-être des coachs qui nous écoutent. C'est quand même d'être capable de peut-être pas mettre des cases, mais quand même de savoir à quel moment avoir tel comportement. Donc là, le comportement de je suis quelqu'un qui a pour objectif commun avec toi de te faire progresser dans ce sport. Et à d'autres moments, ah bah là, on rigole et on va manger, je sais pas moi, un kebab, tu vois. C'est L'un n'empêche pas l'autre. On peut totalement faire les deux, avoir une très bonne relation amicale avec nos coachés, c'est pas le souci. Mais c'est quand même aussi important de pas venir j'allais dire, surcharger cognitivement, entre guillemets, parce que, bah, mine de rien, c'est un travail à la base aussi. Voilà. C'est pas censé non plus impacter qui vous êtes au-delà de votre travail. Donc voilà. Pour moi, il y a ce point, mais qui vaut pour à peu près tout, en fait. Enfin, je veux dire, travailler dans une Dans la entreprise, c'est un peu vie, la même chose, dans la vie en général. Mais du coup, ça marche aussi, quoi. si les gens ne mettent pas de limites, c'est un red flag, les gars. Ah bah oui. Si ton Ça. coach te demande des Oui. photos de toi et que t'as pas envie de les donner, tu les donnes pas, quoi, par exemple. Si vous ne voulez pas, bah, Ah après, non, si mais... vous voulez, faites-le. Oui, mais Non, mais, d'une autre manière aussi, si vous envoyez des photos qui n'ont pas à être envoyées à votre coach et que votre coach vous dit rien, oh, Mais bah, je trouve que c'est un peu l'exemple. Enfin,
moi, ça me fait penser à certaines situations où du coup on est un peu dans l'exemple opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'athlète qui achète sa canette de coca au distributeur. Il y a aussi des athlètes des fois qui spamment le Oui, coach voilà. tout le Il y a temps. forcément le Et versant j'avoue que inverse. c'est pas facile de se positionner vis-à-vis de ça parce que euh, c'est difficile pour le coach de dire ah bon là stop quoi. Enfin, Si, tu peux pas me raconter chaque détail et puis me dire comment ça va impacter ou m'appeler tous les 2 heures toutes les semaines. Enfin, voilà. ou sinon C'est pas t'ignores, hein. toujours évident. Sinon t'ignores les infos, hein. Tu prends Ouais, non mais l'info, tu prends l'important. Oui, oui bien sûr, c'est mais aussi ton rôle de coach pour moi de filtrer. J'ai déjà eu, et j'adore cet exemple-là, parfois un athlète qui m'a dit, tiens, j'ai eu des relations sexuelles juste avant ma séance, ça m'a quand même impacté négativement sur le squat. Alors oui, d'un côté, tu te dis, euh, j'ai pas forcément besoin de le savoir, mais au moins ça me permet de contextualiser la performance. Et d'un côté, Ouais, je dis, enfin, bah, merci de me l'avoir confié, ça me fait rire, et tu peux le dire avec l'athlète. Je dis merci, franchement, j'apprécie énormément. Mais tu sais, t'en as d'autres qui est-ce m'ont que dit, mec, j'ai eu une turbo chiasse à l'entraînement. Bah ouais, ok, mais ça fait partie ça fait partie du mais boulot là, aussi, je quoi. comprends plus le lien. Tu vois, non, mais autant le sexe, je comprends pas trop le lien. Autant la chiasse, là, pour le coup, c'est quand même assez intuitif de comprendre que ça va te dire te foutre dans la merde, oui. Mais rendre la séance compliquée, tu vois. Parce que, enfin, je- tu vois, parce que quand c'est vraiment, même si c'est des trucs de la vie de tous les jours, tu vois, typiquement, je sais pas, t'as une gastro, ou ce matin, t'étais à jeun parce que t'es allé au taf, ou parce que t'as une journée de merde, tu vois. Moi, j'accepte quand même l'info. J'accepte l'info, parce que pour moi, elle fait vraiment sens dans ta programmation. Autant quand c'est des infos de merde comme ça, je sais pas ce que... Hier, j'ai Si, fait... si, si, parce que globalement, moi je veux dire, tu sais, t'as des gens qui réagissent pas de la même manière selon ce qu'ils font, et t'en as certains, ouais, bah, moi il me dit j'ai eu des relations sexuelles, ça m'a quand même bien coupé les jambes, mais au moins ça me permet de Quoi? contextualiser, je dis, il n'y a pas Mais, grand chose à faire. mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait Ça des j'ai scènes pas de demandé, gaffe. ça ne me regarde Non, pas. mais Ça bon, pardon, on c'est, va on va tu éviter vois? de sortir on va éviter de sortir du cadre du le, le podcast. mec s'est tué les Mais jambes. Non, mais... Ben, Non, mais ce que je... c'est les moments comme ça qui font cliquer les gens, hein. Les gens, ils viennent pour les moments oui, où on c'est vrai. rigole comme Ah ça. là, là si on met l'extrait, là, Il baisse trop fort, il loupe son squat. Ça tourne mal. Ce voilà, sera la voilà. Mais miniature, les non, gars. mais tu vois, et du coup, c'est important, je pense, c'est aussi à toi en tant que coach de dire écoute, la fois prochaine, c'était pas pertinent que tu me le dises. Fois prochaine, si ça se reproduit, pas besoin de le savoir, tu vois. Mais il y a des moments où, effectivement, Ne baisse ça plus. peut être tout à fait pertinent que l'athlète te donne ce genre d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pour... En fait, c'est toujours... Et puis, on va pas se mentir, il y a certains athlètes où on tolère plus. Moi, par exemple, typiquement, j'ai une athlète qui est extrêmement stressée et et je sens qu'elle a besoin un peu de raconter sa vie parce qu'au final, après, elle se sent mieux et donc sa séance se passe mieux. Donc, je vois le bénéfice indirect, tu vois. Alors que j'ai des athlètes, moi, ils envoient une vidéo, un seul angle, une ligne. Ça s'est très bien passé. Leur retour il est fini, hein. Alors que l'autre fille elle va te mettre et là justement bah tiens on en parlait justement Ben le disait quand les retours sont trop excessifs qu'ils en demandent trop, j'ai une athlète qui bah typiquement tu vois genre je sais pas au squat elle pouvait avoir trois séries d'un squat principal puis quatre séries d'une autre variation au squat, elle allait me filmer les sept donc les 7 séries et m'envoyer les 7 vidéos. Et moi, je lui ai expliqué que, bah, enfin, déjà, la pertinence, c'est pas forcément, voilà. J'aurais préféré limite avoir au début de set et la dernière série ou des trucs comme ça, tu vois. Et au final, bah, maintenant, je lui ai expliqué, elle continue de le faire, bah, qu'elle continue. Juste maintenant, je trie. Je vais voir la première série, la dernière série. Je vais essayer de voir si je vois qu'il n'y a pas de grosse incohérence technique, de grosse inconstance, pardon. Bah, je vais pas vraiment plus loin. Sinon, je creuse et je vais peut-être aller voir la troisième série. Mais voilà, tu vois. En fait, il y a des athlètes, à un moment, tu peux pas t'épuiser à leur faire comprendre que c'est trop. Donc juste, t'ignores, entre guillemets. Tu fais ce que tu aurais fait avec moins de matière. Comme ça, au moins, bon voilà, c'est des conseils pratiques pour des gens qui encadrent des athlètes. C'est juste que, ben, il y a des gens, ça leur fait du bien. Voilà, ils déchargent tout. Donc toi, tu fais un peu œillère, voilà, tu prends les infos qu'il Ouais. faut prendre, le minimum. Eux, ça les a défoulés parce qu'ils ont tout sorti leur sac. Toi, tu prends juste le principal pour pas te surcharger et que ça t'épuise physiquement ou moralement. Et voilà. C'est un peu malheureux parce que le mieux, c'est quand même quand l'athlète comprend les limites. Mais en fait, c'est comme tout dans la vie. Tes collègues de travail, ta famille, tes patients. Bon, voilà. C'est toujours et ça vient avec l'expérience, je pense. Il y a des gens qui gèrent peut-être un peu mieux. Mais typiquement, j'ai pas envie de rentrer dans le truc autoritaire de tu te prends pour qui, tu vois. Ça, c'est vraiment la phrase de gros connard.
Ah, ouais. Surtout quand c'est toi qui es en tort, Oui, c'est voilà. encore autre chose. Et Tu te Ouais. prends surtout pour ça. qui et tu es en Non, tort. mais ça c'est quand même. Euh, Il alors, y a des gens qui se font moi, il y pas a assez juste quelque frapper, chose. je pense, Enfin, parce que moi, tu me dis ça alors que je te paye des centaines d'euros et que tu fais pas ton taf, je Ah, moi, retrouve ton je suis adresse. parti. Tu me vois plus jamais. Ah, Tu me mais moi, vois, je mais plus retrouve ton jamais, quoi. adresse. Je vais chez toi, même si tu habites à Charleroi. Je vais là-bas, je t'en mets une, c'est pas possible. Mais là, enfin, le niveau d'indécence, il est colossal. Enfin, il se faisait coacher par les Balkany, c'est pas possible. Enfin, enfin bref. bon, alors, je sais pas si Thibaut, tu veux rajouter là-dessus, mais moi, il y a quelque chose que je retire un peu de mes lectures, enfin, des quelques articles du coup que j'ai pu lire et où je me remets un peu en question aussi, c'est ce qui ressort beaucoup comme étant un facteur, on va dire, positif dans la relation coach-athlète, dans ce leadership transformationnel, c'est la fixation d'objectifs. Et, euh, et c'est ce qui ressort finalement relativement corrélé à la progression et à la satisfaction de l'athlète. Enfin, en tout cas, dis-moi si Thibaut, j'ai déformé mes lectures, mais Donc, j'ai l'impression que ça ressort tu disais la beaucoup fixation d'objectifs, tu veux dire? d'objectifs par le coach à Ouais. l'athlète, Ah, ouais. notamment. L'imposition, tu veux dire? Ou alors le fait qu'ils aient. Pas imposer, mais fixer finalement des objectifs motivants et Ok, oui. atteignables, si tu veux, Ouais, et mais réalistes. ça c'est pour moi un peu la stimulation. Alors, Ouais. alors, je pense qu'il faudrait peut-être laisser d'autres gens en parler parce que c'est vraiment pour moi un autre domaine de recherche qui est très connexe à celui-là. Je sais que Ian Fessler, il parle beaucoup des aspects motivationnels et affectifs vis-à-vis de l'activité physique et ce qui nous pousse plutôt à le faire ou à pas le faire. Si Ian t'écoute ça, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour nous reprendre si on se trompe. Mais je pense que là-dessus, il faut d'une certaine manière les objectifs généraux de savoir ce que la personne veut retirer de l'activité physique, pourquoi elle le fait, ben, qu'ils soient, si tu veux, d'une certaine manière, en fait, qui viennent de l'athlète. Pour moi, c'est le pourquoi, si tu veux faire ton activité physique, ça c'est jamais le coach qui doit te le dicter, parce que si le coach te le dicte et qu'un jour le coach bah, il est luné différemment ou il a changé d'avis, bah, tu vas pas suivre le pourquoi du coach, enfin je trouve en tout cas. Mais après oui, et là-dessus, moi j'ai pas trop relevé cette fixation d'objectif, mais c'est le fait de mettre plutôt au défi de stimuler l'athlète, en tout cas tel que moi je le perçois. Est-ce que ça te D'accord. conviendrait un peu Ouais, parce plus? qu'en fait, voilà, là, je retrouvais l'article surtout auquel je faisais référence. C'était un article de Nakayama et Izawa au Japon. Justement, je l'ai sélectionné parce que c'était intéressant, parce que je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact culturel un peu J'allais le dire, là-bas dans, c'est souvent plutôt voilà. du coaching qui est plutôt autoritaire. Et exactement. Alors du coup, ce qui relève quand même, c'est qu'effectivement, même si c'est moins marqué que dans les sociétés occidentales, justement la relation entre bienveillance, closeness, etc. Effectivement, il y a une hiérarchie plus claire entre le coach et l'athlète. Du coup, ce qui ressort assez bien, c'est le high performance expectation. Donc il y a quand même un peu cette notion Bien que sûr. le la fixation d'objectifs de performance assez significatifs, du moins si c'est là on parle d'athlètes qui ont des objectifs compétitifs, hein, on parle pas d'athlètes effectivement qui veulent simplement progresser ou s'investir moins dans la pratique pour X ou Y raison. Mais moi c'est quelque chose que j'ai pas forcément cultivé, en tout cas les objectifs chiffrés avec les athlètes, parce que déjà je pense que bien souvent c'est assez C'est arbitraire, tu le tires de ton difficile, chapeau. c'est très très arbitraire, Ouais, et voilà. puis c'est variable en fait. Mais je me dis, est-ce que d'être plus clair dans la communication des objectifs, parfois, même si c'est pas des objectifs chiffrés, que ça peut être des objectifs techniques, des objectifs de Mm, régularité, des Totalement, objectifs de remplir bien ces sûr. données, des choses comme ça, est-ce que fixer en début de bloc d'une façon plus formelle un peu les objectifs et les répéter régulièrement à l'athlète, ça entretient pas justement une relation coach-athlète saine et productive? Mais ce que tu dis là est très Euh, pertinent, mais en voilà. fait Ah ça oui, se base. totalement. Ouais. Alors ce serait pour moi très pertinent parce qu'en fait ce que tu dis là, ça revient un peu au modèle qui a été proposé par Sophia Jowett, donc le 3C plus 1, enfin pas qu'elle, mais notamment qui a beaucoup étudié cela. Du coup, le 3C plus 1, d'une certaine manière, c'était quoi? C'était closeness, donc proximité, euh, commitment, donc engagement, co-orientation. Du coup, la co-orientation, si tu veux, c'est l'idée d'avoir des objectifs qui soient communs. Et donc, c'est là-dedans, en fait. Mais c'est celui que parfois, c'est l'athlète qui va plutôt dicter les objectifs, parfois, c'est plutôt le coach. Mais comme tu le dis, lors d'un bloc, ça peut être, bah tiens, ça va être plutôt technique, ça va être plutôt développer la capacité de travail. Mais c'est en fait qu'il y a un buy-in tant du coach et de l'athlète. Et du coup, c'est cette co-orientation Ouais, c'est ça. qui est produite, bah, qui est renvoyée bah,
depuis 2007 par Joët dans différents articles, donc ce 3C+1, et le dernier c'est la complémentarité. Ici si tu veux c'est l'aspect collaboratif, c'est-à-dire qu'en fait l'athlète va avoir si tu veux des compétences qui lui sont propres. L'athlète est un expert de lui-même et de son corps, et le coach est un expert a priori de l'entraînement, et c'est une expertise qui va être complémentaire pour amener les objectifs, hein, voilà. Et puis la proximité, t'en as parlé, mais je pense que c'est important dans une relation coach, ce genre de choses. On a un petit peu parlé du début tout le temps, mais qui est quand même cette proximité, un certain, enfin voilà, mutualité, réciprocité, et aussi, voilà. Et puis l'engagement, c'est juste le fait que en tant que coach, ou même en tant qu'athlète, c'est de savoir aussi, engagement ou commitment, tel que c'était proposé, ça c'est important, parce qu'en fait, si en tant que coach, tu sais que l'athlète en a peut-être juste pour 1 ou 2 mois, c'est peut-être pas, enfin, tu vas peut-être avoir tendance à vouloir moins t'engager avec lui, à moins Mm. développer certaines choses, tandis que si l'athlète te fait part de sa volonté au moins de pouvoir rester pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, éventuellement, à durée indéterminée, forcément, il y a aussi un peu plus cet aspect confiance qui va pouvoir se construire en disant, on n'attend pas juste de moi un rôle, et on peut tester certaines choses, on peut, enfin voilà, et ça c'est quelque chose qui, moi j'avoue que maintenant, quand j'ai des appels avec des athlètes, l'idée pour moi c'est d'abord de vérifier, tiens, est-ce que ce sont des gens qui sont prêts à s'engager, et plutôt sur des durées, j'ai envie de dire, indéterminées. Si quelqu'un me dit, écoute, j'ai juste envie de venir travailler avec toi pendant 3 à 6 mois, ça m'intéresse pas, pour être honnête. Parce que ça me laisse Oui, pas ça l'occasion veut de dire. tester certaines choses. Et t'as un peu l'impression, en fait, d'être juste là pour qu'on vienne, excuse-moi, mais te pomper tes méthodes d'entraînement, ou tout ce qu'on peut essayer de te pomper pendant 3 à Ouais. 6 mois. Mais globalement, un coaching, là où je vois le plus de progrès avec les coachs avec lesquels Mm. j'ai travaillé, ou ma façon de travailler avec les athlètes, c'est quand tu as passé 1 an à 2 ans avec eux, parce qu'en fait tu les connais tellement bien, tu as testé déjà tellement de choses, ça te permet aussi de prendre des risques, parce qu'en fait la confiance est déjà tellement établie que tu dis ok, là on fait face à une difficulté, est-ce qu'on n'essaierait pas une autre méthode? Et en général le buy-in est bon, l'athlète te fait confiance, parce que jusqu'à présent tu as pu l'amener là où il en est, et ce genre de choses. Donc en fait, tu parlais un peu de qu'est-ce qu'on peut attendre dans une relation coach-athlète. Pour moi, ce serait de la proximité, un engagement qui soit réciproque. De la même manière, en tant qu'athlète, si tu as l'impression que ton coach n'est pas engagé dans la relation, fuis surtout. Si tu n'as pas tes feedbacks, si tu n'as pas ta progrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement de la part du coach. Il n'y a pas de proximité non plus, parce que Mm. tu peux pas lui envoyer un message, hey Coco, t'as pas fait ton chat, t'as pas fait ton taf, tu peux vite le faire. Enfin, c'est red flag pour moi. Puis cet aspect complémentaire, en fait, c'est-à-dire que l'athlète a aussi la place que pour être perçu comme étant expert dans son vécu. Et puis, tu as l'aspect co-orientation, c'est-à-dire qu'en fait, les objectifs, ils doivent pas juste être dictés par le coach, ils doivent être aussi dictés par l'athlète, mais surtout les deux doivent avoir la volonté d'atteindre ces objectifs-là. Tu vois? Ouais, ouais, ça c'est super important. Et justement, ça fait un peu le lien avec les barrières potentielles qui pourraient se dresser entre le coach et l'athlète dans leur relation. Je pense que le plus évident, un peu, c'est cette désynchronisation entre les objectifs du coach, les attentes du coach, et puis celles de l'athlète. Typiquement, celui qui vient te voir en disant moi j'ai une compète à préparer dans 3 mois, ou celui qui vient te dire je suis là pour 3 à 6 mois, et que tu suspectes qu'effectivement c'est là pour te prendre un peu tes méthodes, finalement, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans la même démarche. Toi, en tant que. Oui, tout à Enfin, fait. je vois une tête de Quentin Mm. Mm. qui se pose des questions. Non, en fait, je vais faire comme Thibaut il a fait tout à l'heure. Je vais vous mettre un petit coup de pression. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée de penser que les athlètes veulent pomper des méthodes d'entraînement ou quoi que ce soit. Non, 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 non. mais Mais c'est j'ai c'est déjà des eu le cas. cas, j'ai eu le Je... cas où ça m'est arrivé une fois où en fait quelqu'un est venu me voir et en fait il n'a pas été clair dans ses intentions et en fait à la fin il te le dit, en fait moi j'ai eu ce que je voulais parce que ce que je voulais c'était voir comment tu travaillais et c'était un coach, tu vois. Et le but était simplement, et Ouais. c'est arrivé une fois, mais c'est des choses qui se produisent. Et Ouais. moi, si quelqu'un me dit, je ne veux que 3 à 6 mois de coaching, et surtout si cette personne est coach ou ce genre de choses, je pense que, en tout cas, les raisons de le faire sont pas top. Et j'ai déjà eu des gens aussi qui disaient, je veux profiter d'un coaching pendant 1, 2, 3 mois, et puis je verrai, tu vois. Mais je trouve que les démarches sont pas Non les bonnes. mais Je disais oui pomper, oui non mais c'était c'est vraiment légitime. caricatural. Non mais oui mais C'est ça, je mais t'as comprends. raison. Non mais je veux dire dans le sens c'est légitime que tu préfères prioriser des athlètes qui veulent travailler sur le long terme. Je pense que c'est notre cas à tous. On va pas se mentir. Parce que comme tu as dit, c'est plus agréable, tu les vois progresser, tu les connais mieux. Pareil, ça t'apporte, encore une fois, c'est mon côté pragmatique, mais ça t'apporte une sécurité financière également. Donc c'est toujours le mieux. Mais moi, je suis toujours parti du principe que mon travail, ça reste une forme de consulting. C'est-à-dire que je pourvois, entre guillemets, un savoir,
une expertise que j'ai développée avec le temps, avec les connaissances que j'ai apprises. Et en vrai, moi, j'ai des athlètes, et justement, c'est limite, moi, je trouve ça limite hyper valorisant. Là, j'ai des athlètes que j'ai depuis 2 ans, voire 3 ans, en fait, bientôt, maintenant que j'y pense. Et objectivement parlant, alors je dis pas qu'ils seraient capables de faire mon travail, c'est-à-dire d'accueillir des nouveaux athlètes pour les faire progresser, mais par contre, ils pourraient totalement s'entraîner en full autonomie, sans aucun problème. En fait, c'est que vraiment, ils pourraient se programmer eux-mêmes. Ils feraient peut-être même du meilleur travail que moi, ce que je pourrais faire. Par contre, là où c'est pertinent, et du coup, pourquoi je lui dis pas, on arrête, c'est que justement, comme l'a très bien dit Thibaut, on peut aller explorer. On peut aller tester des choses. On peut des fois même se faire plaisir sur certaines périodes de l'année où il n'y a pas d'échéance particulière. Au contraire, on peut aller viser des objectifs un peu, je vais pas dire farfelus, mais des fois très hauts. Voilà. Typiquement des Aller athlètes qui chercher veulent... un 10 RM en squat, on sait que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais tu vas pouvoir développer de la confiance. Et ça, c'est un truc que moi, j'essaye d'expliquer un peu plus à mes athlètes, c'est qu'en fait, si on Totalement. veut durer dans le sport, il faut voir la FA ou n'importe quel sport comme étant un RPG. Donc un jeu de Totalement. rôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, tu fais pas juste ta quête principale, tu vas chercher, tu as envie de farmer tes stats, tu as envie de développer, tu as envie d'avoir une meilleure arme, une meilleure armure. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petites quêtes secondaires. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ces petites quêtes secondaires comme ça, tu as du meilleur loot que quand tu fais juste la quête principale. Et puis des Bon, fois tu fais des excusez-moi petites si vous pauses sur n'étiez le pas un jeu, des gamer. fois non mais en vrai c'est une super bonne pour le coup c'est une super bonne analogie parce que des fois tu fais des pauses du jeu parce que t'es très occupé dans ta vie, des fois t'es avec tes potes un été, t'as grave le temps de jouer et de farmer. Non mais c'est vraiment c'est vraiment l'idée et c'est ce que je dis à mes athlètes surtout parce que j'ai beaucoup quand même d'étudiants, ont beaucoup de profils assez scientifiques et je leur dis surtout vous ne gagnerez rien dans votre vie, en tout cas vous ne vivrez pas de la FA pour la plupart. Parce que je leur explique aussi. Et je leur dis que la FA, c'est un sport qui est super. Le sport en général, c'est incroyable. Tu développes énormément de choses. Tu te responsabilises à plein de choses. Tu apprends à connaître ton corps. Tu es en meilleure santé. Tu performes. C'est hyper valorisant. C'est incroyable le sport, même de ce qu'on a pu vivre. Je pense à Thibaut, à moi. On a pu aller sur des plateaux internationaux quand même. Moi, j'en retire une Et expérience j'y retourne la incroyable. semaine prochaine. Et t'as bien de la chance. Alors que moi, je suis beaucoup trop gaze pour ça. Mais fut un temps, j'étais meilleur. Je pouvais le faire. Maintenant, je suis assez médiocre. Mais T'en fais pas, je vais finir avant-dernier à la WEC. C'est c'est beau pas ça. grave. Ouais, mais moi, j'aurais bien été content d'aller à la WEC. Écoute-moi bien. Mais bon, on n'envoie plus d'athlètes français, de toute façon. On n'a pas d'argent. Donc c'est toujours le même problème. Ah, en équipé, ils en envoient un ou deux, je crois. Oh, ouh. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de tout ça, ce qui est important pour moi, au final, c'est leur carrière, c'est ce qu'ils vivent socialement à côté avec leur famille et leurs amis, c'est leur épanouissement là-dedans. C'est pour ça là, j'ai une athlète qui typiquement déménage là pour ses études, elle passe de Grenoble à Marseille, donc autant dire que ça fait un grand écart. Et limite moi actuellement, ça m'intéresse plus de savoir comment se passe sa vie, ses cours, son emménagement que son entraînement. Elle va me dire que son entraînement, c'était pas fou, ressenti pas dingue. Je lui dis mais on s'en fout. Déjà, t'allais t'entraîner, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as respecté la programmation, on s'en fiche. Une fois que tu seras beaucoup plus stable, une fois que tu seras bien installé, là, on se concentrera plus sur la performance. Mais voilà, c'est là justement où est la clé de voûte, je pense, du coaching. Au final, là, si on peut résumer un peu tout ce qu'on a dit, c'est la confiance mutuelle. C'est que nous, en tant que coach, on doit mériter la confiance par notre sérieux dans notre travail, notre constance et notre compétence. Donc un peu ce triptyque. Et l'athlète, il doit également nourrir cette confiance par son implication et son honnêteté par rapport à notre travail. Donc c'est un système un peu dynamique pour moi. Plus la communication, elle va être claire, elle va être structurée, et plus au final la progression, elle sera durable. Pour moi, c'est vraiment ça et c'est ce qui rend ce travail beau au final. C'est Tout à vraiment fait d'accord. J'ai cette des frissons avec ce que interconnexion. tu dis là. Ah I ouais. got chills. Arrête. C'était ma seule intervention. Maintenant, je laisse les vraies personnes scientifiques parler. Non, mais c'est vrai. Non, Il y a non. Marcus Weiss, qui était entraîneur de hockey sur gazon, qui a notamment remporté la C'est un médaille d'or sport, ça, olympique le hockey sur avec, gazon? Non, avec l'équipe féminine allemande en 2004 et les équipes masculines en 2008 et 2012. Eh ben lui, il a expliqué un truc qui me semble très pertinent pour rebondir sur ce que tu disais là. Il a expliqué que la confiance et le respect constituent la base d'une relation coach-athlète réussie. Et il a souligné que dans ce type de relation, la hiérarchie s'efface et laisse place à la réciprocité. C'est vrai. Non, mais et puis c'est réel en fait, parce que des fois au final, les athlètes font leur propre retour. J'ai un athlète, Nolan. Bon après lui, il cherche à devenir coach sportif, donc c'est un petit peu différent. Mais il fait son propre retour. Et je lui dis, c'est vrai, tu as raison. Si un des trucs en plus, j'en rajoute.
Ouais, C'est tout qui. clairement. Et au final, là, Ouais. l'athlète est responsabilisé par rapport à sa propre pratique. Les gens me diront, mais t'es feignant, il a fait son retour et... Ben, mais non, c'est parfait. Parce qu'il sait, il a fait sa séance, il a pu faire des erreurs, des trucs moins gérés, il l'a réalisé, il le verbalise, enfin, du moins il l'écrit, et il ne fera plus la séance d'après. Mais c'est parfait. Mais et Enfin, d'un point de vue Je trouve que ça. purement... Ouais, pardon, vas-y, Benjamin. Non, je disais, c'est intéressant. Des fois j'ai la tentation de faire ça, enfin, ou même je le fais, de dire, demander à l'athlète, vas-y, tu disais, t'envoies une vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en Ouais. penses, tu vois. Et ça, c'est De, un de bon le mettre dans la feedback peau pour moi. de. Moi, j'encourage ce genre de choses parce que c'est hyper important. En fait, si tu veux développer le sentiment de... Enfin, si tu veux développer l'autonomie et le sentiment de compétence de ton athlète, qui sont deux composantes de l'aspect motivationnel, théorie de l'autodétermination pour ceux qui connaissent, ben, je trouve que c'est hyper important de le faire en fait. C'est hyper important que l'athlète il puisse presque d'une certaine manière pré-mâcher le travail du coach, déjà pour vérifier qu'il a peut-être compris aussi, ou qu'il essaie, ou en Totalement. tout cas qu'il est dans cette démarche d'amélioration. Et je pense que c'est vraiment hyper pertinent. Alors tout le monde n'a pas envie de le faire. Moi j'ai des athlètes qui me disent, écoute, je te paye, c'est pas pour réfléchir, je mets juste mon cerveau de côté et c'est toi qui dois t'occuper du Ouais, reste. Et ça, je peux comprendre. ça, c'est. Ouais, ça, je trouve ça toujours un peu dommage Ouais. parce qu'effectivement, on paye un service, on attend quelque chose du coach. Mais en fait, pour moi, ça prouve que l'athlète n'est pas forcément dans la bonne démarche pour se développer en tant Ouais. qu'athlète à long terme, quoi. Je dirais Ça pas, veut dire parce que je pense que ça, j'étais un peu comme toi il y a quelques mois, et puis en fait, il y a juste des gens, en fait, leur boulot est tellement Ouais. charge mentale, ils ont tellement de choses, ils ont tellement de trucs, qu'en fait, eux, ce qu'ils attendent du sport, Oui, c'est peut-être pas la non, mais même chose. Ils veulent pas forcément devenir champion du monde. Si quelqu'un veut devenir champion du monde, je vais avoir un Voilà, niveau non, d'exigence qui sera fluctuant et qui va s'adapter à ses exigences à lui. Mais si lui, ses exigences, elles sont plutôt, hey, en fait, je suis juste là pour abreuve-moi de ton savoir et je ferai tout ce que je peux pour essayer de l'appliquer, mais m'en demande pas trop parce qu'en fait, moi, mentalement, j'ai juste besoin de mettre ça de côté C'est déjà pas pour mal. Hein. pouvoir fonctionner en tant qu'être humain. Eh ben, moi, je respecte Oh. ça et franchement, oui, En parce termes que d'investissement, c'est pas si mal. Hein, déjà. C'est présenté de façon, et puis ça revient finalement à ce qu'on disait, c'est que cette relation coach-athlète, elle est flexible selon voilà. les objectifs de l'athlète, selon les attentes, selon les périodes même, hein, finalement. Ouais, Une tout à fait. relation, elle va être amenée à évoluer, et comme l'a dit Quentin, la relation coach-athlète qu'il a avec une athlète ou un athlète qui est en pleine préparation pour une compétition Ouais. versus à 6 mois d'une compétition en train de déménager et de prendre un nouveau boulot, cette relation, elle est Bien sûr. pas du tout la même, et les attentes sont pas les mêmes, quoi. Bien sûr, C'est- totalement. Tout à C'est fait, pour tout ça. à fait. Il y a un petit point quand même sur lequel j'ai envie de revenir et qui, je pense, est vraiment important sur un peu comment on peut être un meilleur coach et qu'est-ce qu'on devrait du coup attendre d'un coach. Et j'ai envie de commencer par une petite phrase du Dr. Robert Waldinger qui disait que good relationships keep us happier, healthier and help us live longer. Donc, les bonnes relations, elles nous rendent plus heureux, en meilleure santé et elles nous aident à vivre plus longtemps. Et du coup, Et à comment est-ce qu'on squatter crée... 300 kilos. Comment est-ce qu'on essaye de créer un petit peu, de créer ces bonnes relations? Et je pense que la première chose, c'est d'avoir une approche qui soit centrée sur l'athlète. Donc, comment est-ce qu'on va avoir une approche centrée sur l'athlète? Ça va être grâce à, en tout cas en tant que coach, et c'est ce que proposait Sophia Jowett encore, et collaborateur en 2022, c'était en fait montrer que l'ouverture plutôt, l'openness, mais en termes, si on veut dire, cognitifs, et le fait d'être à l'écoute, en fait, et que la gestion des conflits, ça prédit positivement la sécurité psychologique dans une relation coach-athlète, et en fait, cette sécurité psychologique, elle a tendance à prédire, elle prédisait notamment la qualité de la relation coach-athlète. Donc en fait, il faudrait un climat qui soit surtout orienté vers la confiance, le respect, l'engagement, la coopération envers le coach, mais ça, on en revient au 3C+1. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on attend d'un coach? Ce serait plutôt commencer par de l'ouverture et une capacité à résoudre les conflits. Première chose. Également une bonne intelligence émotionnelle. Donc Jowett et collaborateurs, mais cette fois-ci non pas en 2022 mais en 2024, disaient que notamment l'intelligence émotionnelle des athlètes comme celle des coachs prédisait la satisfaction liée à la performance et la qualité de la relation coach-athlète. Ah non, enfin voilà. Et pardon, c'est deux choses. L'intelligence émotionnelle des athlètes, comme des entraîneurs, prédisait la satisfaction liée à la performance. Et ensuite, la qualité de la relation coach-athlète expliquait l'association entre l'intelligence émotionnelle et la satisfaction de la performance. Enfin voilà. Donc ça, c'était les choses. Ensuite, il y a tout l'aspect plutôt communicatif. Donc on peut vraiment faire en sorte que les athlètes se sentent beaucoup plus soutenus
notamment, ils se sentent beaucoup plus autonomes avec certains types de feedback. On peut parler du feedback supportant l'autonomie et orienté vers le changement. On pourrait en reparler pendant 1 heure, c'est très intéressant. Mais le dernier point qui pour moi est vraiment intéressant avec l'aspect, tiens, qu'est-ce que je devrais attendre d'un coach et comment est-ce qu'on peut être un meilleur coach, c'est pour moi essayer d'être un peu plus vulnérable. Qu'est-ce que j'entends par vulnérabilité ? C'est le fait de confier des informations sur parfois les difficultés qu'on peut rencontrer. J'ai eu le cas où en début de semaine, j'ai fait face à un peu où j'étais vraiment irrité vis-à-vis de certaines choses, j'étais épuisé suite au week-end dernier, et il y a eu un moment où j'ai commencé 2-3 feedbacks où j'étais un peu irrité. Je dis écoute, je suis vraiment désolé si je suis peut-être pas comme ça, juste j'ai les choses plein la tête, je suis peut-être pas dans le meilleur truc, le feedback sera fait, mais voilà. Et du coup, je l'ai expliqué, la plupart du temps, les athlètes, c'est très bien, c'est-à-dire que ça permet en fait d'avoir une discussion sur « Hey, et toi, ça va bien aussi dans les deux sens ?» Et du coup, c'est super important, je trouve. Mais alors, même si ça peut être perçu comme un risque, on peut dire ça peut être à l'origine de certains abus de la part de certains coachs, parce qu'on peut servir un peu de ça pour créer une relation faussement proche et puis essayer de soutirer des informations qui soient peut-être pas... Enfin voilà, ou sortir un peu du cadre de la relation coach-athlète. Ça peut créer un déséquilibre de pouvoir, une communication. Ou s'en servir d'excuses. Exactement, pour ne pas aussi faire son boulot aussi, ou mal faire son boulot. Ouais. Et ça peut entraîner une communication qui soit dysfonctionnelle, et on peut s'en servir en fait pour demander si je suis vulnérable. L'athlète, c'est à toi maintenant d'être vulnérable, et puis il nous confie des choses sur lesquelles on va s'en servir. Cela dit, je pense surtout qu'en fait, c'est une grosse force, parce qu'en fait, si on est vulnérable avec l'athlète, d'une certaine manière, on se permet d'être authentique dans des moments de difficulté. Et ça, du coup, ça veut dire qu'on place aussi des limites, c'est-à-dire, écoute, en ce moment, c'est peut-être un petit peu, voilà, juste je suis un peu à cran, donc si je réagis d'une certaine manière, ça n'excuse pas en fait le fait que je réagisse d'une certaine manière, mais au moins ça te permet de le comprendre et je m'en excuse. Je pense que ça c'est plutôt important, on est des êtres humains aussi, donc on est dans une certaine phase d'authenticité où on réprime pas forcément ses émotions, et je pense que du coup, personnellement, en tout cas, si je laisse exprimer mes émotions, j'ai beaucoup plus facile à les gérer. Donc ça, c'est une première chose. On n'est pas tous les mêmes vis-à-vis de ça. Mais surtout, ça veut dire qu'on fait confiance à l'athlète aussi, en fait. Tiens, je te fais confiance que pour te parler de cette difficulté-là aussi, que je rencontre en tant que coach. Ça peut augmenter la sécurité, faire en sorte que, j'ai envie de dire, ça fasse même croître un peu cette relation de confiance et de sécurité au sein de la relation, puisque si moi je te communique quand ça va pas toujours, en fait, ça t'invite aussi à le faire. Ça peut être le cas. Je trouve que quand le coach partage ses difficultés, reconnaît ses erreurs et le fait de faire preuve d'authenticité, en fait, ça crée un climat qui soit sûr, qui encourage les athlètes à exprimer les émotions, les peurs, leurs objectifs, même s'ils sont parfois un petit peu irréalistes ou un peu lunaires. Et en fait, ça renforce aussi un peu, j'ai envie de dire, ça peut contribuer à renforcer le processus de coaching aussi. Parce qu'en fait, c'est juste... Et puis la connaissance de l'autre aussi. Exactement. Et du coup, on va... et surtout, je pense qu'en fait, c'est un peu montrer l'exemple aussi d'une certaine manière. Parce qu'en fait, si je suis authentique avec l'athlète sur quelles sont les difficultés, ce que je traverse, en fait, je sais qu'il va peut-être me le confier aussi. En fait, c'est regarde, je te demande pas de me confier, si tu veux, des informations sur lesquelles tu trouverais difficile de me les confier. Si moi je te les confie pas d'abord, je suis le professionnel. Alors je dis pas qu'un psy doit parler de sa vie privée ou moi en tant que kiné que j'explique tout ce qu'il y a là, mais je pense qu'une relation coach-athlète, si ça peut être pertinent, tiens, tu progresses pas ou tu as des difficultés à progresser en ce moment. Ah ok, c'est vrai que ça me fait penser à une situation que j'ai vécue il y a quelques mois et je comprends que ce soit frustrant. Écoute, n'hésite pas à me parler justement de cette frustration. Comment tu penses qu'on peut essayer d'aller la solutionner un petit peu ? Et en fait, là, je viens de créer du lien, de la connexion. Je viens de créer une certaine forme d'empathie avec l'athlète. Et du coup, il peut se dire, ok, il peut comprendre ce que je peux vivre. Ok, peut-être que je peux lui parler aussi de ce que je pense et je suis peut-être pas fou, tu vois. Donc, tu valides aussi ce que dit l'athlète. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Oui, ça contribue à faire se positionner un peu d'égal à égal et alors je sais pas si tu as encore d'autres choses à rajouter, mais j'allais dire que la vulnérabilité elle va au-delà de la vulnérabilité émotionnelle. Être coach, c'est aussi reconnaître un peu des fois la vulnérabilité de son expertise, hein. Oui, tout à fait. Être capable de dire à un athlète écoute, alors ça sera peut-être pour une autre discussion, mais ne serait-ce que quand c'est pas ton domaine d'expertise, déjà c'est une première vulnérabilité, c'est savoir dire moi je sais pas comment ta blessure, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment la traiter, je peux te donner ces recommandations là, mais il faut que tu consultes quelqu'un d'expert, voilà. Ouais. Et c'est aussi savoir dire dans cette certaine situation, là on a essayé ça, honnêtement je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas, et j'ai telle ou telle piste
telle ou telle idée, on va essayer ça et ça, mais j'ai aucune garantie. Être capable de dire à l'athlète, je peux pas te garantir que tu vas progresser à court terme, c'est une forme de vulnérabilité. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de coachs qui est saine pour moi, et il y a peu de coachs finalement qui en sont capables, parce que je pense qu'ils ont peur aussi de perdre l'athlète qui, lui, attend une forme de garantie, une forme d'être rassuré, de savoir que le vent va tourner dans les 3 prochaines semaines, alors que on va pas se mentir, même si on a des connaissances sur l'entraînement, sur la Tu peux pas planification, le savoir. etc., et de l'expérience, c'est quelque chose qu'on n'a pas à notre portée, quoi. Ah ouais, Tout à fait. blague à part, petite fouille, il y a vraiment des gens qui mettent en bio, je te fais gagner genre 30 kilos en 3 mois ou 50 kilos en 3 mois. Mais c'est des gros comptes, hein. Et je me dis, Je bah, sais. et peut-être ils y sont arrivés, peut-être ils arrivent avec tout le monde. En tout cas, moi, personnellement, je pense que je devrais le DM et je leur propose un truc. S'ils me font vraiment gagner 30 kilos de total en 3 mois, bah, je leur paye le Je peux être double. honnête, le seul moyen que je vois qu'ils puissent faire ça avec moi, À part me donner stéroïdes. ouais, à part me donner des stéroïdes. Moi, vous me donnez 30 kilos sur mon bench en 3 mois, mais T'as dit sur le total, t'as dit sur le total. Maintenant, c'est sur ouais, le mais, bench. Alors non, mais là, moi, je suis prêt à prendre que sur le bench. Je suis prêt à prendre que sur le reste, ça va. Je suis prêt à prendre que sur le bench. Non, mais voilà. Bref. Non, mais. Blague Et il à y a un part, moment. l'honnêteté intellectuelle, c'est pas quelque chose qui est donné à la naissance, ça se travaille. Et du coup, l'honnêteté même de notre travail et de ce qu'on est capable de fournir et d'obtenir surtout, comme l'a dit Ben, c'est-à-dire des résultats sur le court, moyen ou long terme, il est jamais assuré. Même avec une prog assez bien ficelée, qu'on a bien travaillé, si l'athlète progresse, on n'est même pas sûr des fois que c'est vraiment lié à notre prog. Peut-être que juste l'athlète, en ce moment dans sa vie, ça allait bien, il avait du temps pour s'entraîner, ça allait bien avec sa copine, j'en sais rien, à l'école il n'avait pas de cours, et juste ça a suffi à le faire progresser. Voilà. Ce que j'essaie aussi de faire comprendre aux athlètes, c'est que des fois j'ai de nouveaux athlètes qui arrivent vers moi et qui me disent « Ah, je faisais ces variations-là, ça marchait trop bien, j'ai grave progressé au squat. » Moi je leur dis « Mais pourquoi t'as peut-être juste progressé au squat parce que t'étais débutant et que maintenant t'es un athlète intermédiaire et que t'as juste progressé parce que bah t'as pris du muscle, t'as travaillé tes mouvements, tu t'es habitué. Qui te dit que c'est cette variation ?» Et là ils font ah je sais pas. Donc rien que ça, c'est le départ justement d'une démarche intellectuelle, de responsabiliser l'athlète, de lui faire prendre du recul et surtout, bon c'est un peu l'expression phare en ce moment, mais brûlez vos idoles. Hein, c'est pas parce que tel athlète Ouais. ouais, j'allais juste dire très simplement, c'est pas parce que tel athlète a énormément de followers ou des totaux incroyables que c'est un bon coach ou une bonne personne. Comme tu l'as dit, Thibaut, Most of là, the time, la plupart du temps, c'est pas le cas. ouais. Donc bon, brûlez vos idoles. Voilà, ce sera ma phrase pour conclure, pour conclure le podcast. J'aime bien, j'aime bien. Ben, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose éventuellement. Bah non, j'allais dire que la conclusion finalement, bah, c'est qu'en fait, on ne sait rien sur rien. On est finalement Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. que là pour écouter l'athlète et éponger ses émotions et lui donner la prog qui lui fait plaisir. Ouais, Voilà, voilà. c'est ça, non, le bilan de... C'est tellement nihiliste et en fait, on vient de jeter 1h15 de podcast à la poubelle. Voilà, Oh là là. tout ce que vous avez écouté avant n'a servi Voilà, à rien. parfait. Non, mais pour le coup, vraiment, en tout cas, l'avantage, c'est forcément en rencontrant, comment dire, bah, des coachs, que ce soit Ben ou Thibaut ou David, qui n'est pas là avec nous, c'était quand même aussi comment dire, d'essayer de conceptualiser la même façon de coacher. Alors, on coach pas exactement de la même façon, c'est évident, mais le fait est que, en fait, l'aspect de confiance mutuelle, de responsabilisation, oui, de l'athlète, c'est quelque chose qu'on partage à peu près tous, nous quatre, je pense, et que l'objectif, il est de mériter la confiance de l'athlète et que, en même temps, bah, cet athlète, il cultive cette confiance en retour. Exact. Parce que, donc, c'est vraiment ça peut-être le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est que, Et j'en ai un autre, ça c'est pour l'athlète. Et moi Ouais. je dirais qu'à Ouais, tous voilà. les coachs, je dirais ne soyez pas un connard. En fait, soyez juste une bonne personne. Oui, Essayez c'est vrai. essayez vrai. fondamentalement d'être une bonne personne. Soyez Et- quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, qui n'est pas là pour en fait être le coach, mais qui est là pour Ouais. aider l'athlète. Ouais, c'est vrai. En tant que coach, on doit, comme le disait Ben en début de podcast, on est censé s'effacer au profit de l'athlète. On va pas en compétition et quand je vois des coachs qui sont là avec les caméras pointées sur eux ou qui essaient de là pour jouer,
Ah ben en fait, je crois que c'est des coachs qui n'ont absolument rien compris. Ils sont là pour essayer de se donner une image, une importance. Et ok, ça vend peut-être plus sur les réseaux, mais franchement, ça c'est red flag. Ça c'est red flag. C'est-à-dire que le coach, il prendra pas les bonnes décisions pour l'athlète. Enfin, j'en suis certain. Il J'ai prendra quelques pour lui, exemples quoi. en tête où en fait le coach est juste là pour se mettre en avant. Et ça, c'est pas ok. Ouais, C'est pas ok. l'athlète, c'est pas le faire valoir du coach, hein. Les athlètes C'est, sont une fin et ne sont pas un moyen d'arriver à une fin. Toutes les personnes sont une fin. On ne devrait jamais se servir des gens comme un moyen. Et à l'heure actuelle, dans le coaching, c'est ce qu'on voit. C'est on met en avant tel athlète pour regarde la progression que j'ai avec tel athlète. Tu devrais venir travailler avec moi. C'est-à-dire que la personne est traitée comme un moyen d'arriver à ses fins. Mais toutes les personnes devraient être traitées comme une fin en soi. C'est vrai que ça, c'est particulièrement malaisant quand je vois telle personne a pris 100, 200 kilos de total ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis extrêmement heureux. Bon, c'est pas un Oui. truc incroyable, mais par exemple, j'ai Antonin là qui a normalement sa sélection pour les championnats d'Europe jeune. Donc, extrêmement fier. Je suis extrêmement fier étant donné que j'étais le seul coach qu'il ait eu depuis qu'il a commencé ce sport. Donc, d'arriver à un plateau international, je suis extrêmement fier. Mais à aucun moment, je vais mettre sur les réseaux. Regarde, j'envoie ce mec à Europe grâce à mes compétences. Rejoins-moi et tu partiras à Europe. Enfin, ça fait pitié. Parce que en fait, ma plus grande fierté, c'est juste de me dire, bah, déjà qu'il est extrêmement heureux et épanoui. C'est un objectif incroyable pour lui. Et j'en suis sincèrement heureux. Quand j'ai eu la notification, justement, du message qu'il a reçu, vraiment, j'ai eu des larmes, tu vois. Et surtout aussi, même pour mon travail, c'est que je me dis, bon, c'est pas uniquement moi, évidemment. C'est lui qui est derrière la plateforme, à soulever les barres. Mais juste que relation qu'on a réussi à construire, en plus, c'est quand même un mec, il verra le podcast de toute façon. C'est vraiment un petit con, premier degré. C'est vraiment le petit con, genre c'est une tête brûlée. Ce qui est peut-être un bon point pour ce sport en général, parce que c'est des athlètes assez performants, mais qui a besoin d'être cadré. Et juste d'avoir réussi à le mettre dans une direction où il a pu réaliser ce qu'il voulait faire, en fait, juste ça me suffit. J'ai pas envie de m'en servir comme un moyen pour juste attirer d'autres gens en leur faisant miroiter une sélection Europe qu'ils n'auront certainement jamais, tu vois. Et je me dis vraiment, encore une fois, je suis peut-être très naïf, mais ça me fait de la peine, premier degré. Je suis même pas énervé contre ces gens-là. C'est juste, ça me fait pitié. Voilà. Ça me fait pitié de se servir comme levier argumentatif, entre guillemets, des, des performances obtenues pour certains athlètes. Et derrière, tous ceux qui ont été un peu jetés à la poubelle ou qui sont juste pas sur les stories parce qu'ils progressent pas. Ok. Ouais. Et Mais bref. hot takes, je pense que le niveau de progression des athlètes élites n'est absolument jamais dicté par le coach et probablement, quoi qu'il fasse, et avec n'importe quel coach avec lequel il travaille, ils Ouais. auraient probablement des résultats très similaires. Il y a une grosse part de Oula, génétique aussi. terrain glissant, Terrain- là. On en parle. Attention. Moi, j'en suis persuadé et il n'y a personne qui pourra me dire le contraire parce que quand tu vois que la plupart des coachs, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le truc, c'est que globalement, il est probable qu'un athlète, quand il change de coach, il y a un bon burst de progression, une bonne, le gars va progresser de manière initiale la plupart du temps et puis en fait, tu reviens avec un taux de progression qui est plutôt similaire à ce que tu connaissais auparavant et je pense que ce taux de progression initial, il est juste lié à la variation des méthodes d'entraînement que tu vas utiliser avec soit sur le plan physiologique, et ça j'en doute, je pense que c'est même pas ça la plus grosse Je chose. pense c'est qu'il y a surtout un l'aspect effet de motivationnel. nouveauté. Ouais, la Voilà, nouveauté. Exactement, Ça, c'est j'ai surtout l'aspect constaté motivationnel. pas mal de fois. Et John Kelly, je sais pas si ça vous parle, le gars il avait écrit un essai, enfin une revue narrative sur pour lui quel était le rôle de la périodisation. Et c'est vrai que quand tu regardes l'aspect périodisation, la plupart du temps, c'est pas la périodisation qui fait. Parce qu'en fait, quand tu prends un entraînement, qu'il soit périodisé ou pas, il y a très peu de différence en général de résultats. Mais ce qu'on Ça, remarque quand même, c'est que l'entraînement qui est je suis bien d'accord. périodisé a quand même a une tendance à être légèrement supérieure, mais que ce serait plutôt, et son hypothèse, c'est que ce soit plutôt lié à la variation. Et moi, ce que j'observe Ouais. aussi avec les athlètes, c'est que c'est plutôt, en fait, si tu fais varier les rep range ou les exercices, c'est plutôt là-dedans que de réellement, en fait, te dire qu'il y a une méthode d'entraînement. Et quand on voit maintenant, et ça, c'est mon hypothèse, c'est que pourquoi est-ce que l'hyperfréquence fonctionne maintenant, et surtout, tu as les coachs qui disent ça fonctionne plutôt à court terme. Ben, en fait, c'est juste parce que tu changes les Ouais. méthodes d'entraînement. Ouais, C'est juste ça, pour cette ça. discussion, on l'a eu plein de fois. Comme tu dis, les bursts of progress, quand tu introduis une méthode, surtout, c'est d'autant plus efficace, je trouve, quand le changement est radical Ouais. ou qu'il y a Ouais, un tout à espèce de fait. rationnel même faux, même fallacieux, mais fort chez Et l'athlète. qu'il est persuadé, quoi. Parce que
il va y mettre de l'engagement, ça va être nouveau, et je pense effectivement que la différence, elle se fait pas autant au niveau physiologique qu'au niveau psychologique, mental, et ça, c'est des discussions qu'on a eu plein de fois avec David. Je pense que quand il entendra ça, il rigolera un peu. Après, ceci dit, attention, disclaimer quand même, ça veut pas dire que l'entraînement, tous les entraînements se valent et toutes les programmations se valent et qu'il n'y a rien à faire au niveau de l'entraînement pour chercher à progresser. Parce qu'en fait, après, l'individualisation, et ça, ce sera le dernier take, parce que j'en discutais avec Zach Robinson, c'est que qui fait sa dissertation de thèse sur le sujet, sur y a-t-il une réponse, est-ce qu'on peut maximiser les progrès en individualisant l'entraînement, d'une certaine manière, c'est pas exactement le titre de sa thèse, mais globalement, et la discussion que j'ai eue avec lui, c'est qu'en fait, globalement, l'individualisation, ça doit pas être dans le sens, si j'individualise, tu vas avoir de meilleurs résultats. En fait, non, l'individualisation, c'est surtout se dire, en fait, l'individualisation, c'est adapter le programme d'entraînement au contexte de la personne, c'est même pas à ses préférences ou ce genre de choses. Oui, enfin, voilà. Je crois qu'on avait, on avait fait un podcast là-dessus, d'ailleurs, je crois, on disait, c'est à peu près la conclusion qu'on avait, que finalement, la majeure partie de l'individualisation, c'était surtout s'adapter aux contraintes, au contexte, et non pas identifier que tel athlète répond mieux à des x3 que des x4, ça c'est un peu illusoire, quoi. Bon, je pense vraiment qu'il est temps de porter le mot de la fin. En tout cas, on remercie Thibaut d'avoir participé à cette discussion avec nous, d'avoir apporté toute son expertise. On a vu la différence de niveau académique sur le sujet entre les différents membres de cette assemblée. Moi, je fais juste figure d'apparition. Je suis le quota. Non, t'as dit plein de trucs qui étaient tout à fait pertinents. Je suis le quota athlète, moi. Je viens pour les clics. Voilà. Je suis présent. Voilà. La miniature. Ok, et au plaisir de rééchanger avec vous sur d'autres thématiques, hein, peut-être que notamment sur la gestion de la blessure, des choses comme ça, des échanges qui viendront peut-être avec Thibaut s'il a l'occasion d'être avec nous à nouveau. Bien sûr. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast avec le retour en force de David, le CEO, on l'espère. Le CEO de SD. Le CEO de SD, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, évidemment, on reste disponible dans les commentaires ou que sais-je. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde éventuellement pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, on vous fait gagner 30 kilos sur votre total en 3 mois avec le code promo SD30. SD30, voilà. Allez. Bon, ciao. À plus. Salut les gars.